Le sol froid du cimetière de Trenton était encore frais sous mes pieds tandis que mon monde s'écroulait. Je suis Jenna, une femme de 32 ans dont la vie a basculé le jour où mes parents m'ont été arrachés dans un accident soudain et tragique qui m'a laissé sans voix. En franchissant le seuil de la maison familiale, suffoquant sous le poids d'un chagrin insupportable, je m'attendais à du réconfort, mais j'ai trouvé un monstre qui m'attendait dans le couloir. Ma sœur Kendra se tenait là, le regard vide de toute tristesse, le visage déformé par une agressivité pure et calculée qui la rendait méconnaissable. Sans un mot de réconfort, elle s'est jetée sur moi et m'a arraché mon téléphone des mains, le jetant violemment sur le parquet, projetant des éclats de plastique partout. Avant même que je puisse réaliser la destruction de mon seul moyen de contact, elle s'est mise à traîner mes lourdes valises vers l'entrée avec une force terrifiante. Elle a jeté mes affaires sur l'allée en béton mouillé, où la pluie glaciale du New Jersey a instantanément trempé mes vêtements et effacé les quelques souvenirs qui me restaient. L'air mordant de l'hiver me transperçait la peau tandis que Kendra, debout sur le perron, me dominait de toute sa hauteur et hurlait les mots qui me hantraient à jamais. « Pars d'ici. Ne reviens jamais ici. » Sa voix résonnait dans la rue déserte comme un dernier cri d'exil. Debout là, sous cette pluie battante, j'ai compris avec une lucidité poignante que ma propre chair et mon propre sang m'avaient rejeté avant même que les cendres de nos parents ne se soient refroidies. Ce n'est que le début d'un cauchemar impliquant un homme mystérieux en costume noir et un secret enfoui sous le plancher. Si vous voulez voir comment je vais récupérer tout ce qui m'appartient, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur « J'aime » pour ne pas manquer la suite. Et dites-moi dans les commentaires ci-dessous de quelle ville vous suivez mon histoire aujourd'hui. L'enseigne lumineuse du motel vacillait comme une promesse non tenue, projetant une lueur bleuâtre maladive sur mes vêtements humides tandis que je me tenais devant la réception. J'ignorais le regard accusateur du réceptionniste et lui tendis mes derniers billets froissés, serrant la clé de la chambre si fort qu'elle me blessa la paume. Une fois dans la chambre exiguë, je jetai ma valise trempée par terre et m'assis sur le bord du lit, sentant le poids du silence peser sur ma poitrine. Ma propre sœur m'avait rejeté comme un déchet alors que les fleurs du deuil de nos parents étaient encore fraîches, et la cruauté absolue de son visage se répétait sans cesse dans ma tête. Je fixai mes mains tremblantes, me demandant comment celle avec qui j'avais grandi pouvait me regarder avec une haine aussi calculatrice. Un coup soudain et sonore à la porte me fit sursauter, mais la voix familière qui m'appelait à travers le bois brisa aussitôt mon isolement. J'ouvris la porte et découvris ma meilleure amie, Sarah, qui se précipita à l'intérieur sans un mot et me serra dans une étreinte réconfortante. Elle déposa un sac de provisions sur la table et me regarda droit dans les yeux, son expression marquée par une colère protectrice farouche. « J'ai apporté de l'argent et des vêtements secs, Jenna, alors arrête de trembler et écoute-moi, » dit-elle fermement en me tendant une tasse de café chaud. J'en pris une gorgée, sentant la chaleur se répandre dans mes membres engourdis, et parvins à murmurer un merci tremblant. Sarah s'assit à côté de moi, me serra la main et ajouta « Tu ne resteras pas une seconde de plus dans ce taudis, parce qu'on va faire regretter à Kendra chacun de ses choix ce soir. » Après le départ de Sarah, je me mis à fouiller dans le petit sac en cuir que j'avais pris lors de l'expulsion, à la recherche de quelque chose qui pourrait me permettre de survivre. Je sortis la vieille Bible de papa du fond de mon sac et remarquai une carte de visite impeccable de notre avocat de famille, Maître Hartman, glissée entre les pages. Un petit mot écrit de la main de papa était attaché à la carte, disant simplement que si jamais le monde se retournait contre moi, je devais appeler ce numéro. Je suis resté longtemps à contempler son écriture élégante, comme s'il me tendait une main venue du passé pour me guider à travers ce cauchemar. J'ai glissé la carte dans ma poche, et ma tristesse a enfin fait place à une détermination froide et aiguë à reprendre ma vie en main. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau de M. Hartman, qui s'est levé de son bureau d'un grave signe de tête, comme s'il m'attendait. Nous nous sommes assis, et il a aussitôt sorti un épais dossier de son classeur, révélant que mes parents avaient créé une fiducie entre vives des années auparavant. Il m'a expliqué que mes parents m'avaient expressément désigné comme unique fiduciaire car ils craignaient l'instabilité croissante de Kendra et l'influence de son petit ami, Jenna. Vos parents l'avaient vu venir bien avant cet accident, a déclaré Hartman en faisant glisser une copie de l'acte de propriété de Kendra sur la table en acajou. Il a pointé le bas du document, sa voix devenant froide et professionnelle tandis qu'il analysait les traits maladroits de l'encre. Cette signature a probablement été apposée pendant que votre père était dans le coma, ce qui signifie que votre sœur a commis un crime fédéral dès l'instant où elle a remis ses documents aux autorités. J'ai senti une montée d'adrénaline, mais M. Hartman a levé la main pour me calmer et nous a conseillé de ne pas nous précipiter à la police. Il voulait que je reste au motel pendant exactement 14 jours, afin que Kendra et Travis puissent croire qu'ils avaient réussi à voler la propriété sans aucune conséquence. Laisse-les s'installer confortablement dans leurs mensonges, Jenna, car un voleur arrogant est un voleur qui fait de graves erreurs, a-t-il murmuré avec un regard perçant et entendu. J'ai accepté le plan,
réalisant que le silence était actuellement mon arme la plus puissante contre ceux qui me croyaient vaincu. J'ai quitté le bureau avec une mission claire, prête à endurer la morosité du motel, même si cela signifiait que Kendra perdrait tout à la fin. Exactement 14 jours après que la pluie ait emporté ma vie, une lourde berline noire s'est garée dans l'allée de gravier de mes parents avec une autorité silencieuse et menaçante. J'observais de loin M. Hartman sortir de la voiture. Son costume sur mesure contrastait fortement avec l'état chaotique de la pelouse que Kendra avait négligée depuis qu'elle avait emménagé. Entre ces murs, ma sœur et son petit ami, Travis, profitaient d'une vie de luxe entièrement financée par les années de sacrifice de mes parents. Ils avaient passé les 2 dernières semaines à traiter la maison familiale comme un trophée, organisant des fêtes bruyantes et remplissant les pièces de babioles hors de prix, tandis que je patientais dans une chambre de motel délabrée, préparant mon retour. Hartman s'avança jusqu'au perron et frappa à la porte d'un rythme régulier qui semblait annoncer la fin de leur fête volée. Kendra ouvrit, vêtue d'une des robes de chambre en soie de ma mère. Son visage passa d'une expression d'irritation suffisante à une profonde perplexité lorsqu'elle regarda l'avocat. Hartman ne perdit pas de temps en politesse ni en banalité. Il fouilla dans sa mallette et en sortit une épaisse enveloppe officielle, scellée du sceau du trust. Il lui tendit le document avec une froideur professionnelle qui semblait glacer l'atmosphère. Une lettre de Jenna. Vous avez 48 heures pour quitter les lieux et emporter tous vos effets personnels avant que les serrures ne soient changées définitivement, déclara Hartman d'une voix empreinte d'une autorité absolue. Le visage de Kendra devint livide tandis qu'elle fixait l'enveloppe, sa main tremblant tellement qu'elle faillit laisser tomber les papiers sur le perron. Travis apparut derrière elle un instant plus tard, les yeux plissés d'une suspicion prédatrice, tentant de comprendre ce revirement soudain. Il arracha la lettre des mains tremblantes de Kendra et parcourut les pages du regard, la mâchoire serrée, réalisant que leur mensonge soigneusement élaboré était en train de s'effondrer méthodiquement. Il devait y avoir une erreur, car l'acte de propriété était signé par le vieil homme en personne. Grogna Travis, sa voix empreinte d'une bravade désespérée qui n'avait plus aucune force. Hartman le regarda droit dans les yeux, lui rappelant que les enquêteurs fédéraux spécialisés dans la fraude seraient ravis de débattre de l'authenticité de cette signature devant un tribunal. La prise de conscience qu'ils étaient pris au piège par la prévoyance d'un homme décédé les plongea tous deux dans une panique palpable, mettant fin à la mascarade de leur victoire parfaite. Tandis que Hartman s'éloignait et que le vrombissement de son moteur s'estompait au loin, l'air de la maison s'imprégna d'une odeur de désespoir et d'avidité naissante. Travis arpentait le salon comme un animal en cage, son esprit cherchant désespérément un moyen de sauver ce qui pouvait l'être avant l'échéance. Il se pencha vers Kendra, sa voix baissant jusqu'à un murmure menaçant qui résonna dans le couloir silencieux où elle se tenait figée de peur. « On ne repartira pas les mains vides après tout ce qu'on a risqué pour y arriver, alors tu ferais mieux de commencer à réfléchir à l'endroit où se cache le vrai argent, » insista-t-il d'un ton glacial qui la fit grimacer. Travis n'était plus le partenaire charmant qu'il avait feint d'être. Il était devenu un homme prêt à tout pour s'enrichir. Les yeux de Kendra s'écarquillèrent lorsqu'un fragment de souvenir de son enfance refit surface, un moment où son père avait évoqué un précieux héritage familial, précieusement conservé au fond de la vieille cave à vin. Il en avait parlé avec une telle vénération qu'elle avait toujours cru qu'il s'agissait d'un trésor d'argent ou dormi de côté pour les mauvais jours. Son père disait toujours que son bien le plus précieux était caché là où personne n'aurait l'idée de chercher. Elle murmura, la voix tremblante, partagée entre l'avidité et une angoisse grandissante. Tous deux se tenaient au milieu de la cuisine, leur alliance désormais tenue uniquement par leur désir commun de commettre un dernier coup avant que la police ne les rattrape. Ils fixaient la porte du sous-sol avec une détermination renouvelée, ignorant que chaque mot était enregistré et que chaque mouvement les rapprochait de leur destin tragique. 12 heures après le début du compte à rebours, le silence de la rue de banlieue fut déchiré par le grincement rythmé d'une machine industrielle. Travis avait passé la fin d'après-midi à louer un marteau de démolition et plusieurs outils spécialisés, qu'il avait discrètement descendus au sous-sol à la faveur d'un orage qui se préparait. Il se fichait des voisins et du fait qu'il empiétait sur une propriété qui ne lui appartenait plus. Ses mouvements étaient frénétiques, guidés par l'obsession de retrouver l'argent caché qu'il était persuadé d'avoir enterré sous les fondations en pierre. La maison résonnait des violents coups de son marteau tandis qu'il arrachait méthodiquement les lambris de cèdre pour exposer le béton froid en dessous. Chaque coup était comme un coup porté à l'héritage que mes parents avaient tant essayé de protéger. Kendra se tenait en haut de l'escalier du sous-sol, les mains tremblantes, agrippée à la rampe, écoutant la symphonie destructrice qui venait d'en bas. Elle regardait sans cesse par la fenêtre, terrifiée à l'idée que ce bruit incessant finisse par alerter la police. La peur d'être impliquée dans une enquête fédérale pour fraude commençait à l'emporter sur le désir de trouver l'or. Elle dévala les escaliers en trombe et tenta d'attraper Travis par le bras, le suppliant de s'arrêter avant qu'il n'attire davantage l'attention sur la maison. Travis ne leva même pas les yeux de son travail,
le visage couvert d'une épaisse couche de poussière de plâtre et de sueur qui lui donnait un air complètement perdu. Il la repoussa vers les machines à laver, les yeux flamboyants d'un mélange d'avidité brute et de désespoir grandissant qui la réduisit immédiatement au silence. « Tais-toi et éteins la lumière, Kendra. On ne quittera pas cette maison sans cet or, » rugit-il, sa voix résonnant contre les murs humides du sous-sol avec une intensité effrayante. Kendra tressaillit à son ton, réalisant pour la première fois que l'homme qu'elle avait invité chez elle était un inconnu qu'elle connaissait à peine. Elle saisit la lourde lampe torche et braqua le faisceau lumineux sur le mur, son ombre dansant sur les tuyaux. Tandis que Travis poursuivait son assaut acharné sur le bâtiment, le bruit assourdissant de la perceuse industrielle couvrait le tonnerre et les sirènes lointaines qui semblaient hanter les confins de son imagination. Absorbés par leur recherche frénétique, ils ne remarquèrent pas la légère vibration des vieux tuyaux de cuivre qui couraient le long du plafond. Un claquement sec et soudain signala que Travis avait accidentellement enfoncé sa perceuse à béton dans une conduite d'eau principale vétuste, dissimulée derrière les plaques de plâtre. Un jet d'eau froide à haute pression jaillit aussitôt dans le sous-sol, trempant les outils et rendant le sol dangereusement glissant en quelques secondes. La panique s'empara du regard de Kendra lorsqu'elle vit l'eau monter autour du matériel coûteux qu'ils avaient loué pour leur cambriolage. Travis jura bruyamment en essayant de colmater la fuite à main nue, mais la force du courant était bien trop puissante pour lui. Le sous-sol, d'une caverne d'Ali Baba, se transforma rapidement en un piège inondé, et le précieux temps qui leur restait leur échappait. Ils étaient pris au piège de leur propre désastre, l'air humide et poussiéreux du sous-sol en ruine leur étant irrespirable. Tandis qu'ils s'enfonçaient dans leur incompétence, je restais confortablement installé dans le bureau de M. Hartman, suivant leurs moindres faits et gestes sur un écran haute définition. Les caméras IP cachées que papa avait installées des mois avant l'accident offraient une vision d'une netteté cristalline de leurs agissements destructeurs. J'observais l'expression terrifiée de Kendra et les tentatives puériles de Travis pour colmater la fuite avec une satisfaction froide et détachée qui me surprit moi-même. Chaque coup de marteau, chaque instant volé de leur célébration était enregistré comme preuve de leur intention criminelle de détruire les biens appartenant au trust. M. Hartman était assis à côté de moi, les mains soigneusement jointes sur le bureau en acajou, prenant des notes détaillées en vue des procédures judiciaires à venir. Nous n'avions pas à lever le petit doigt pour les anéantir, car leur propre cupidité s'en chargeait bien plus efficacement que nous ne l'aurions jamais fait. À 6 heures de la fin, la lourde porte en fer du coffre-fort dissimulé finit par céder sous la pression. Travis et Kendra poussèrent un cri de triomphe simultané qui résonna fortement dans le sous-sol humide et endommagé par l'eau. Ils avaient passé des heures à lutter contre la structure d'acier renforcée, le visage ruisselant de sueur et de saleté, espérant trouver une fortune qui changerait leur vie. Travis repoussa presque Kendra pour plonger la main dans la caverne obscure, ses doigts tremblants d'une avidité frénétique à la recherche des lingots d'or ou des liasses de billets de $100 qu'il était certain de trouver à l'intérieur. Mais la montée d'adrénaline initiale s'évanouit aussitôt, remplacée par un silence froid et vide, plus dévastateur que n'importe quel coup. La lueur dorée qu'ils avaient imaginée était introuvable, les laissant face à une collection d'objets du quotidien sans aucune valeur marchande. Au lieu de la richesse sur laquelle ils avaient misé tout leur avenir, le coffre-fort ne contenait qu'une épaisse pile de journaux intimes et un vieux magnétophone à microcassette. Il y avait aussi une enveloppe usée, adressée à moi, sur un tas d'actes de naissance et de vieilles photos de famille que Kendra avait jugées sans valeur des années auparavant. Travis s'empara de la pile de papier et les feuilleta avec une colère grandissante, la mâchoire crispée, les muscles de son cou se tendant comme des cordes. Il comprit que le trésor légendaire que Kendra lui avait promis n'était rien de plus qu'un héritage soigneusement préservé d'histoire familiale et de lutte personnelle. La prise de conscience qu'il avait commis plusieurs crimes fédéraux pour une simple pile de papier poussiéreux le plongea dans une rage aveugle et incontrôlable qui emplit le sous-sol exigu d'une énergie terrifiante. Le silence fut brisé lorsque Travis explosa enfin, jetant les dossiers médicaux contre le mur de béton humide avec une force telle qu'ils s'envolèrent comme des oiseaux blessés. Il se tourna vers Kendra avec un regard de dégoût pur et absolu qui fit disparaître toute apparence de leur relation amoureuse. « Tu as menti. Tu as dit que ton père était riche. Ce ne sont que des bouts de papier. » hurla-t-il, sa voix résonnant contre le plafond bas avec une violence telle que Kendra se recroquevilla de peur. Il continuait de faire les 100 pas dans la petite pièce, reprochant à Churua son incompétence et la tenant responsable de tous les désastres juridiques auxquels ils étaient confrontés, alors que l'échéance des 48 heures approchait à grands pas. Travis ne cherchait plus à la protéger. C'était un prédateur pris au piège, en quête d'un bouc émissaire pour son propre échec retentissant. Kendra, les mains tremblantes, fouilla dans le coffre-fort et en sortit le petit enregistreur, appuyant sur le bouton lecture avec le mince espoir qu'un secret puisse encore se cacher dans le son. La voix de ma mère emplit le sous-sol, lasse mais claire,
tandis qu'elle exprimait sa profonde déception face au comportement de plus en plus égoïste de Kendra. Maman expliqua comment ils avaient pressenti ce moment et pris des mesures pour protéger le véritable héritage familial de l'avidité qui avait consumé leur cadette. Entendre ces mots d'outre-tombe fut insupportable pour Kendra, qui s'effondra à genoux sur le sol humide, accablée par le poids du jugement de ses parents. Un bref instant, j'ai cru apercevoir une lueur de véritable remords dans ses yeux, mais elle fut aussitôt remplacée par ce besoin désespéré et familier de survivre à tout prix. Au lieu de regretter ses actes, Kendra s'empara soudainement d'un briquet posé sur l'établi, ses gestes dictés par un désir frénétique d'effacer les preuves des paroles de ses parents. Elle saisit l'enregistrement et la pile de dossiers médicaux et tenta d'y mettre le feu, pour que personne ne découvre jamais la vérité sur la fraude qu'elle avait commise. Elle se fichait de la valeur sentimentale de ces objets, ni du fait qu'elle détruisait les derniers messages de ceux qui l'avaient élevée. Seule sa survie comptait. Elle était persuadée que si elle parvenait à réduire les papiers en cendres, elle pourrait échapper au piège juridique qui se refermait sur elle. Tandis que la petite flamme commençait à lécher les bords des dossiers médicaux, elle ignorait que son acte de destruction désespéré était envoyé directement aux autorités, déjà en route. 15 minutes plus tard, les autorités locales de Trenton arrivèrent à la maison, sirène hurlante, suite au déclenchement d'une alarme silencieuse provoquée par des dégradations non autorisées au sous-sol. Je sortis alors de chez M. Hartman, sentant la fraîcheur du soir sur mon visage tandis que la scène chaotique se déroulait sous mes yeux. Pendant 2 longues semaines, c'était moi qui grelottais dans le noir. Mais l'heure était venue pour ceux qui m'avaient trahi d'affronter la justice. Les voisins commencèrent à jeter des coups d'œil furtifs derrière leurs rideaux et à chuchoter entre eux tandis que 3 voitures de patrouille bloquaient l'allée et que les agents se précipitaient vers la porte d'entrée, lampe torchée à la main. La police ne tarda pas à sortir de la maison et à emmener Kendra et Travis, menottés, signifiant la fin de leur règne éphémère. La robe de la mère de Kendra était tachée de boue et de poussière de plâtre, la rendant petite et vaincue tandis qu'on la conduisait en bas des marches du perron d'où elle m'avait jadis donné un coup de pied. M. Hartman se tenait à mes côtés, le visage grave, tenant les documents officiels qui prouvaient notre droit légal d'être là, tandis que les policiers sécurisaient les lieux. Je voyais ma sœur se débattre contre l'emprise de la police, son regard parcourant la foule avant de se poser sur moi, tapis dans l'ombre. L'arrogance qui avait jadis alimenté sa cruauté avait complètement disparu, remplacée par une peur viscérale et désespérée que je ne m'attendais pas d'avoir. Dès que Travis comprit la gravité des accusations, il tourna le dos à Kendra, sans un mot pour leur prétendue collaboration. Il se mit à hurler sur les policiers qui l'arrêtaient, sa voix brisée par une lâcheté aussi bruyante que pathétique dans le silence de la nuit. C'est elle qui m'a forcé à le faire. C'est elle qui a falsifié les papiers avec qui je venais de l'aider à la cave. Hurla-t-il en tentant de se dégager. Sa trahison fut instantanée et absolue, anéantissant les derniers vestiges de loyauté que Kendra croyait partager avec lui lors de leur accès de violence. J'ai éprouvé une vague de satisfaction glaciale en les voyant se retourner l'une contre l'autre, preuve qu'un lien bâti sur la cupidité se brise. Toujours sous la pression de la loi. Kendra me regarda avec une expression de désespoir pur et tremblant, les lèvres frémissantes tandis qu'elle cherchait ses mots. Elle parvint à balbutier mon nom à plusieurs reprises, sa voix ressemblant à l'appel à l'aide d'un enfant brisé, un appel qu'elle ne méritait manifestement pas après ce qu'elle avait fait. Je restai immobile, refusant de lui offrir le moindre mot de réconfort ou la moindre once de la sympathie qu'elle recherchait désespérément. Mon regard était vide, empli d'un mépris silencieux pour celle qui avait dilapidé l'héritage de nos parents pour un gain rapide. La femme qui se tenait devant moi n'était pas la sœur avec laquelle j'avais grandi. C'était une étrangère qui avait vendu son âme pour une maison qui ne lui avait jamais vraiment appartenu. L'enquête menée au sous-sol a révélé des preuves encore plus accablantes lorsque la police a retrouvé le bidon d'essence que Travis avait prévu d'utiliser pour brûler les archives familiales. L'infraction, initialement une simple violation de domicile, a été requalifiée en dégradation volontaire de biens et tentative de destruction de documents légaux appartenant à la fiducie. M. Hartman s'est dirigé vers l'agent intervenant pour faire les déclarations nécessaires, tandis que je restais sur le trottoir, observant les gyrophares se refléter dans les flaques d'eau. Les sirènes se sont peu à peu estompées, laissant place à un léger bourdonnement, tandis que les 2 suspects se préparaient à être conduits à la prison du comté pour les formalités et la mise en examen. Lorsque les voitures de patrouille ont enfin commencé à s'éloigner du trottoir, j'ai réalisé que la maison était enfin silencieuse. Mais les dégâts qu'ils avaient causés prendraient beaucoup plus de temps à réparer. 3 jours après les arrestations, l'air à l'intérieur de la maison semblait plus léger, comme si les murs eux-mêmes respiraient. J'ai passé la matinée à superviser une équipe de nettoyage professionnel qui s'affairait à effacer la saleté et les dégâts que Kendra et Travis avaient infligés à notre havre de paix.
Le bruit des aspirateurs industriels et le parfum frais du liquide vaisselle contribuèrent à dissiper l'odeur persistante de désespoir qui avait imprégné les pièces durant leur bref séjour. J'observais les ouvriers réparer les cloisons sèches du sous-sol et renforcer la porte de la cave à vin, restaurant peu à peu la structure que mes parents avaient bâtie avec tant de fierté. C'était comme un rituel de purification nécessaire, une façon de reprendre possession des lieux, de les libérer de l'énergie toxique qui avait presque tout détruit. Chaque meuble cassé emporté à la benne était un rappel que le cauchemar touchait enfin à sa fin. Tandis que je rangeais la cuisine, M. Hartmann arriva, le visage calme mais triomphant, ce qui attira immédiatement mon attention. Il m'informa que l'avocat véreux, M. Finch, avait été arrêté plus tôt dans la matinée à l'aéroport international de Newark Liberty. Finch tentait d'embarquer sur un voleur de l'État avec une importante somme d'argent liquide non déclarée, dissimulée dans son bagage à main. La clairvoyance de vos parents a permis de repérer bien plus que votre sœur, Jenna, car Finch est désormais accusé de complot et d'extorsion, m'a dit Hartmann en me tendant les dernières informations juridiques. Savoir que tous les complices étaient derrière les barreaux m'a apporté un sentiment d'apaisement qui rendait la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres encore plus intense. La justice n'était plus un espoir lointain, mais une réalité tangible, solidement ancrée dans les preuves que nous avions rassemblées. Plus tard dans l'après-midi, le téléphone dans le couloir a sonné d'une sonnerie insistante, un appel que je savais provenir de la prison du comté. J'ai hésité un instant avant de répondre, pour entendre la voix de Kendra à l'autre bout du fil, faible et épuisée par des heures de pleurs. Elle a commencé à me supplier de payer sa caution, promettant de témoigner contre Travis et de tout faire pour arranger les choses entre nous. Je suis resté là, dans le couloir silencieux, à écouter ses excuses frénétiques et ses promesses vaines, sans ressentir la moindre étincelle du lien fraternel qui avait existé autrefois. Ma sœur est morte le même. Amuse-toi bien, Kendra, répondis-je d'une voix calme, sans la moindre trace de colère ni d'hésitation. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répliquer, coupant enfin le dernier lien émotionnel qui me retenait prisonnière de sa voix destructrice. Le silence qui suivit l'appel était paisible, dénué de toute solitude. Il me permit enfin de prendre une décision difficile concernant l'avenir de la propriété. Je compris alors que les beaux souvenirs de mes parents n'étaient pas enfermés dans les murs de bois ni dans les fondations de pierre de cette maison de Trenton. Ils vivaient en moi, dans la liberté que j'avais durement conquise face à ceux qui avaient tenté de me la voler. Je décidai de mettre la maison en vente immédiatement, consciente qu'il était temps pour une nouvelle famille de remplir ses pièces de rire et d'un amour sincère. Vendre la propriété n'était pas un abandon, mais une étape nécessaire de ma guérison et un pas en avant vers l'avenir, libéré du poids constant du passé. Je voulais commencer une vie qui ne serait plus définie par le traumatisme de la trahison ni par les fantômes de ceux qui m'avaient tant blessé. Lors de ma dernière soirée dans la maison, je sortis sur la véranda pour admirer le coucher du soleil à l'horizon du New Jersey. Je restai là longtemps, sentant le lourd fardeau qui pesait sur mes épaules depuis des années s'alléger enfin, puis se dissoudre dans l'air frais. Le combat était terminé. La lutte pour l'héritage de mes parents était gagnée. J'étais enfin au seuil d'un nouveau départ. Je jetai un dernier regard aux fenêtres sombres de la cuisine et ressentis une profonde gratitude pour la force insoupçonnée qui sommeillait en moi. J'étais prête à quitter l'ombre et à avancer vers un avenir que je façonnerais entièrement, libre de toute cupidité. Le monde me semblait vaste et plein de possibilités tandis que je rangeais les clés de la maison et marchais vers ma voiture, porté par une détermination nouvelle. 6 mois plus tard, la brise marine du New Jersey était un changement bienvenu après la pollution industrielle de mon passé. Debout sur la véranda de ma nouvelle cabane, j'écoutais le rythme apaisant des vagues de l'Atlantique se brisant sur le rivage. J'avais investi une part importante du produit de la vente de la maison pour m'installer dans cette paisible ville côtière, à la recherche d'un endroit où l'air était pur et où les souvenirs ne me hantraient plus. Au rez-de-chaussée, j'avais ouvert un petit cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des personnes piégées dans des conflits successoraux abusifs. Mon propre traumatisme s'était transformé en mission professionnelle, faire en sorte que plus personne n'ait à affronter seul la cupidité de sa famille. Le flot constant de clients me rappelait chaque jour que ma souffrance avait enfin trouvé un sens constructif et apaisant. La décision du tribunal m'est parvenue la veille, confirmant que la bataille judiciaire avait définitivement pris fin. Kendra et Travis avaient été condamnés à de lourdes peines de prison pour leur implication dans un vol aggravé et la falsification de documents fédéraux. Le juge s'était montré particulièrement sévère, évoquant la cruauté calculée dont ils avaient fait preuve envers nos parents comme facteur déterminant. Assise à mon bureau en acajou, je lus le rapport officiel, ressentant non pas la joie vengeresse que j'avais imaginée, mais une étrange distance émotionnelle. Leur chute n'était que la conséquence logique de choix faits en pensant être au-dessus des lois. La justice avait été lente, mais elle avait fini par frapper avec une force implacable, garantissant qu'il ne pourrait plus nuire à quiconque pendant longtemps.
Je me tournai vers la petite table en bois dans le coin, où une photo encadrée de maman et papa baignait dans la douce lumière du matin. Je réalisai que le lourd nœud de ressentiment qui pesait sur mon cœur depuis des mois commençait enfin à se défaire, jusqu'à disparaître complètement. Leur nom honorable n'était plus associé aux scandales et aux falsifications, mais préservé dans la dignité silencieuse de la vie que j'avais bâtie pour moi-même. Je passai doucement le doigt sur le bord du cadre argenté et murmurai un remerciement silencieux aux ombres du passé, pour la force qu'elles m'avaient donnée. J'avais compris que les trahisons les plus douloureuses peuvent parfois devenir les catalyseurs les plus puissants pour découvrir notre véritable identité au cœur de la tempête. La justice peut prendre du temps, mais elle trouve toujours un chemin à travers les mensonges pour demander des comptes aux coupables. Et le plus grand acte de pardon n'est pas toujours la réconciliation, mais le courage de s'éloigner de ceux qui ne méritent pas notre amour afin de protéger notre paix et notre avenir. Merci du fond du cœur d'avoir suivi mon histoire jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément pour moi. Je serais honoré de lire vos pensées dans les commentaires. Que feriez-vous si votre seul proche vous trahissait de la manière la plus cruelle possible? N'hésitez pas à laisser un commentaire, aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne pour soutenir d'autres histoires aussi significatives que celle-ci.